Bonjour à tous, Roland Massenet, CEO d'Incentive. Bienvenue à notre webinaire série sur The Future of Sales. Aujourd'hui, nous avons la joie et le plaisir d'accueillir Didier Pérodin. Didier Pérodin, qui est le CEO fondateur de Up2, le leader du recrutement des bons commerciaux en France. Tu as fondé l'entreprise en quelle année? Alors, en 2005. 2005. Et vous en êtes où maintenant? On a bien grandi, on est 95, 97 collaborateurs. On recrute que des commerciaux partout en France, sur des postes très différents, des PME, des grands comptes, des profils, des commerciaux, ingénieurs commerciaux, technico-commerciaux, des grands comptes, des exports, des managers. Voilà, donc on couvre tout le spectre du sujet vente. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans cette webinaire série. Donc, on va parler de recrutement aujourd'hui. La guerre des talents, dont on parle beaucoup, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on en parle sur les commerciaux, la guerre des talents. Donc, on parle d'une guerre des talents sur les bons commerciaux, parce que les commerciaux, il y en a quand même beaucoup. Donc, c'est pas compliqué de recruter un commercial. Et à la limite, il n'y a pas de guerre des talents sur le sujet. Là où c'est plus compliqué, c'est de recruter un bon commercial. Donc, où là, ils sont rares en France, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est compliqué de les trouver. Et qu'effectivement, là, on peut parler de guerre parce qu'on se les arrache. Les entreprises se les arrachent et justement, on essaye, avec nos moyens, de faire en sorte de fournir en bons commerciaux nos clients pour qu'ils puissent les avoir avant leurs concurrents. En fait. Donc oui, bien sûr, le sujet de la guerre des talents sur les bons commerciaux, il existe depuis que moi je connais la vente, donc je ne vais même pas compter, mais enfin c'est un sujet qui était même des époques de Xerox même. Je crois que Xerox, dans les premiers temps, avait du mal à trouver des bons commerciaux. C'est vraiment un sujet assez récurrent, bon, qui est un peu exacerbé en ce moment, parce que de toute façon, en fait, il y a une guerre des talents sur les cadres au sens large, parce que l'économie va bien et que le chômage sur les cadres est quasiment nul. Hein. Il est technique, en fait. Hein. On est sur des taux qui sont tellement faibles qu'on va considérer qu'a priori, il est inexistant. Donc, bien sûr, c'est un sujet historique qui est renforcé et qui est exacerbé en ce moment par la reprise de la croissance. Et alors, avec ton expertise, quels sont les secteurs qui sont le plus touchés par cette tension sur le métier commercial? Alors, on va pouvoir parler bien sûr de secteur, mais aussi de géographie. Je pense que, bon, bien sûr, alors c'est sans surprise que je vais dire les secteurs les plus compliqués, c'est les secteurs de la high-tech, hein, où on a besoin de commerciaux assez complets, capables de manipuler les enjeux techniques. Donc, forcément, ça fait plus de sélection et donc et tout le monde en a besoin parce que c'est des secteurs qui sont chroniquement en demande, conjoncturellement en demande forte de bons commerciaux. Le digital, donc l'informatique, les ESN, les sociétés de services. Donc ça, c'est très tendu hein, parce que on manque de gens. Et en termes de géographie, je dirais que Paris est très tendu depuis quelques mois, hein, depuis même 2 ans. Parce qu'en plus de ça, on a quand même le phénomène des startups qui se développent et qui sont aussi des gros recruteurs sur Paris. Donc, il y a une guerre des talents locale qui est très forte. C'est quand même plus simple de recruter des bons commerciaux en dehors de Paris, je pense, je trouve. Et je crois que nos clients sont assez alignés sur ce constat. Et puis, enfin, on peut parler de géographie, on peut parler de marché, puis on peut parler aussi de cibles de commerciaux. Il commence à avoir un phénomène assez intéressant, c'est les jeunes diplômés qui avaient du mal à trouver du job il y a quelques années. Et aujourd'hui, il commence même à y avoir une guerre de talent sur des jeunes diplômés de bon niveau, et particulièrement à Paris. En fait, quelles sont les nouvelles qualités que recherchent les entreprises? Écoutez, je pense que je ne sais pas si ça a vraiment changé de manière très majeure. Alors, bien sûr, il y a des aménagements un peu nouveaux dans les job descriptions et dans les fiches de poste.
Mais globalement, les sujets récurrents, c'est… en fait, moi, je résume le bon commercial, je résume ça à un sujet un peu global qu'il a envie de gagner, hein, il a envie d'être euh, de l'ambition. Donc, des commerciaux qui ont envie d'aller chercher le business, qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de soigner le détail, qui ont envie de convaincre. Après, donc évidemment, c'est des profils qui sont quand même, il n'y en a pas assez pour fournir les besoins des entreprises. Après, effectivement, de plus en plus maintenant, on va rechercher des commerciaux qui sont capables de manipuler beaucoup des outils. Et je pense que ça va être les grandes tendances dans les années à venir, d'avoir des commerciaux qui soient, alors peut-être pas geeks, mais qui soient très à l'aise avec tous les moyens, tous les outils qui permettent finalement d'automatiser un certain nombre de tâches et aussi peut-être de commencer à faire de la prédiction et peut-être de manipuler les outils d'intelligence artificielle pour permettre d'être plus sharp dans sa manière dans son rythme de business et dans la qualité du business qu'on fait. D'accord. Alors, avant de devenir un commercial augmenté, hein, Ouais, avec de l'intelligence artificielle et des outils partout, si je suis candidat, il y a certains candidats qui se sont inscrits aujourd'hui à ce webinaire, comment je peux faire la différence? Je pense que d'abord en faisant gaffe un peu aux fondamentaux et aux basiques, hein, qui sont souvent un peu négligés parce que nous on voit passer des quantités de CV, des quantités de candidatures et je pense qu'il faut un peu plus d'application déjà dans la réalisation du CV parce que c'est quand même le truc qui donne envie ou pas. Donc il faut soigner la forme, ça c'est très important. Après, on peut rentrer dans les innombrables conseils de la manière de réaliser un bon CV. Est-ce qu'il faut le faire en 2 pages, en 1 page? Voilà. Je ne sais pas si c'est un sujet que tu voudras développer, mais en tout cas, faire attention à la forme de son CV. Et puis après, effectivement, il faut préparer ses entretiens. Moi, je trouve que globalement, les candidats ne préparent pas assez bien leur entretien. Donc forcément, il y a une force de conviction qui est une capacité à montrer qu'on sait convaincre, qui est quand même un peu à géométrie variable selon les candidats, parce que quand ils ne préparent pas des questions basiques sur ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'ils ont comme skills, ce qu'ils peuvent délivrer à l'entreprise, ça me semble essentiel de bien travailler les entretiens, de bien les préparer. Voilà, je pense que c'est en gros les 2 sujets sur lesquels il faut dire aux commerciaux, de sujets sur lesquels ils doivent investir, hein, sur la qualité du CV et la préparation de leur rendez-vous. D'accord. Hein. D'accord. Alors maintenant, si on se met du point de vue du recruteur, quels sont les bons conseils pour les recruteurs pour aller chercher les bons profils? Est-ce que les écoles, est-ce que les diplômes sont encore aussi valables qu'ils étaient il y a quelques années? Est-ce que les méthodologies ont changé? Est-ce que les approches doivent évoluer? Quels seraient tes conseils pour le recruteur qui veut attirer les meilleurs éléments sur des métiers qui deviennent de plus en plus complexes, avec des clients qui deviennent de plus en plus sophistiqués, qui se renseignent sur Internet? On estime que dans le B2B, il y a entre 70 et 80% du processus de vente qui est fait avant de rencontrer un commercial. Donc ça veut dire que le commercial, il doit aussi, son profil doit évoluer, les managers des commerciaux doivent évoluer. Comment les recruteurs, eux, doivent faire évoluer leurs pratiques face à ces transformations du métier? Alors, le premier truc, c'est que si on est dans un contexte de guerre des talents, il y a un moment où il faut être capable aussi de prioriser les exigences et de ne pas les multiplier parce que sinon les entreprises n'arrivent plus à recruter. Donc il y a des choix à faire quand il y a une guerre des talents. Et moi, le conseil que je donne, c'est effectivement de prendre du recul par rapport ou un peu de distance par rapport à l'expérience, par rapport au passé, et peut-être d'ouvrir la porte à des CV que les recruteurs n'auraient pas sélectionné dans un moment plus calme. Mais dans ces périodes un peu tendues de guerre des talents, c'est sûr que je recommanderais d'être un peu plus flexible et d'être moins exigeant sur le CV. Donc, ça veut dire moins regarder les diplômes, peut-être. Ça veut dire prendre ouvrir un peu plus la porte à des gens qui sont plus juniors, peut-être. Évidemment aussi ouvrir les viviers des commerciaux confirmés qui sont
souvent des très bons éléments. Le deuxième truc, c'est vraiment de ne pas faire de compromis sur le tempérament. C'est-à-dire que autant on peut en faire sur le CV, sur le passé, sur les expériences, mais ne pas le faire sur l'envie, sur la niaque, sur le tempérament commercial. Et en tout cas, nous, c'est toute la démarche que l'on a et c'est tout le conseil qu'on donne à nos clients et c'est tout ce qu'on met en œuvre pour aider nos clients à justement à trouver des talents. C'est de les surprendre parfois avec des candidats qui n'ont peut-être pas forcément le CV parfait ou toute la technicité attendue, mais par des candidats qui ont le potentiel en fait d'aller beaucoup plus vite parfois que des candidats qui ont l'expérience mais pas le potentiel. Donc c'est vraiment là-dessus, je pense qu'on peut faire des super recrutements, c'est en étant très attentif aux soft skills et être capable de détecter des commerciaux qui ont d'abord un potentiel avant d'avoir un CV finalement. En tout cas, le CV ne suffit pas à détecter le bon commercial. Et donc, je donnerais un conseil à des entreprises qui ont du mal à recruter des commerciaux à peut-être réingénierer leur approche et leur démarche pour favoriser, pour se mettre en situation d'essayer de trouver des commerciaux qui ont un tempérament et du potentiel en priorité. Alors, dans le recrutement des commerciaux, il y a des modes, il y a des tests qui, suivant les époques, on fleurit dans des salles de recrutement RH. Quelle est ta position là-dessus, sur le processus de recrutement lui-même et comment vous faites chez Up2 pour vous assurer de trouver le meilleur match entre un candidat et une entreprise? En fait, dans le prolongement de ce sujet, de dire, tiens, finalement, est-ce qu'il ne faut pas d'abord regarder, enfin, en tout cas, dans cette théorie de dire le tempérament et le potentiel comptent autant que l'expérience, nous, on a construit tous nos process, en fait, autour de ça. Et on a en particulier, dès la candidature, rajouté une clé de sélection en ligne qui permet à un candidat de bien sûr poster son CV et de vendre son expérience, mais aussi de sortir du lot justement via son potentiel, qui est quelque chose qu'on ne voit pas sur un CV. Hein. Et du coup, nous, on a créé toute une mécanique qui permet justement de lire, d'évaluer ce potentiel et ce tempérament au travers d'un test de vente en ligne que le candidat fait. Comment ça se passe concrètement? Le candidat est exposé à un certain nombre de mises en situation assez classiques de la vente, des mises en situation qui touchent des sujets de prospection, hein, pour essayer de détecter ceux qui aiment ça et qui ont envie de faire de la prospection, en tout cas de pouvoir aussi se rendre compte de leur capacité à rentrer dans ce jeu d'aller chercher le business. La deuxième caractéristique qu'on évalue aussi via ce jeu ou via ces mises en situation, c'est ceux qui ont compris que dans la vente, on avait deux oreilles pour écouter deux fois plus qu'on parle. Donc, ça, c'est le deuxième sujet, hein, l'écoute active, donc ceux qui s'intéressent, qui savent poser des questions. Le troisième sujet qu'on arrive à détecter aussi, c'est comprendre un peu ceux qui ont le sens du closing, hein, et qui ont un minimum d'impatience, hein, et d'envie de gagner, en fait, d'arriver à essayer de sortir un score là-dessus. Et puis également, après, des indices sur la capacité à instruire des sites de vente un peu complexes et sur la capacité aussi à avoir un profil de gestionnaire de compte ou d'éleveur versus les chasseurs qu'on détecte aussi via ce test. D'accord. Donc un test très complet. Voilà, c'est un test qu'on a co-construit il y a quelques années avec IBM au départ. On l'a rendu fiable par justement ce partenariat et puis aussi par le volume. On l'a décliné en 7 versions aujourd'hui. Il y a même un test aussi sur la partie managériale. Ça prend combien de temps ce test pour le temps est compté, donc j'ai envie de dire plus le candidat le fait vite et plus il répond bien et rapidement, plus on peut considérer que ce sont des réflexes. Donc c'est ça qui est très intéressant. Donc c'est quelque chose qu'on mesure. Il faut le faire vite. Voilà, je ne veux pas vous donner tous les secrets du truc, il faut plutôt le faire vite. En tout cas, voilà. Après, on l'a passé. Enfin, on a à peu près plus de 200 000 candidats qui l'ont passé. Donc,
on arrive à étalonner bien cette performance et de détecter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit souvent, ça nous permet en fait, de mettre sur le haut de la pile parfois des CV qui sont ni bien ni mauvais, mais qui ne sont pas forcément exactement dans le cadre de ce que le client recherche. Mais à un moment ou à un autre, c'est s'intéresser au candidat parce que justement, il a un score qui est très bon, donc on le reçoit et souvent on a des très bonnes surprises et ça nous permet aussi de donner chance à nos clients. Oui, avec des éléments factuels sur Exactement. un candidat qui n'a pas forcément le CV typique. Parce qu'on se rend vite compte qu'en fait, qu'un recruteur, quand il reçoit un candidat, en tout cas, c'est les retours qu'ils nous font très vite, quand un candidat commercial est en face d'un directeur commercial, dans un entretien de recrutement, très vite, la discussion prend le pas sur, et le CV est un peu mis de côté, en fait. On va s'intéresser de savoir si est-ce qu'il y a effectivement un moment ou pas entre le directeur commercial et son candidat. Et c'est ça qu'on essaye de provoquer chez nos clients. D'accord. Alors, tu mentionnais tout à l'heure que le métier du commercial, il allait changer, qu'il allait devoir gérer de plus en plus d'outils. Mais dans les critères de sélection que tu viens de nous décrire, tu ne parles pas de capacité à gérer des outils d'analytique, notamment. Est-ce qu'il n'y a pas un disconnect là Vas-y, parce que ça, on le check. On check d'abord la capacité. On regarde bien sûr le CV, donc on check ce qu'on appelle le track record du candidat, son expertise pour ne pas faire des grands écarts non plus par rapport à ce que nous demandent nos clients. Ensuite, on identifie le potentiel en ligne dès la candidature, ce qui nous permet de pouvoir nous intéresser à des vies de candidats beaucoup plus larges et de l'échange, comme j'expliquais. Après, bien sûr, il y a un processus d'entretien traditionnel pour permettre de qualifier un certain nombre de points et dans lequel on va rentrer sur les performances, les réalisations et effectivement la maîtrise des outils informatiques au sens large et digitaux. Donc ça, c'est fait dans un deuxième temps. D'accord. Plus personnel. Bien sûr, effectivement, c'est des sujets qui... l'habilité à utiliser des CRM, des outils un peu modernes, devient un sujet très plébiscité par nos clients. Je ne vais pas dire que c'est le premier, parce que ce n'est pas le premier sujet sur lequel nos clients sont attentifs. Encore une fois, ils sont attentifs au tempérament commercial avant tout et à la maîtrise des techniques de vente. Après, effectivement, de plus en plus, on a besoin de commerciaux qui soient capables de devenir un peu des marketeurs et de faire d'organiser leur travail, leur prospection avec les outils les plus modernes. D'accord. Alors chez Up2, vous avez été nommé Great Place to Work, donc qui fait bon vivre chez Up2. Quel est l'impact aujourd'hui de la culture d'entreprise sur l'attractivité, son attractivité sur le marché du recrutement, du commercial? C'est important parce qu'en fait, tout à l'heure, vous disiez que les clients se renseignaient beaucoup sur les fournisseurs au travers du web, mais en fait, les candidats aussi, on considère que 80% d'entre eux se renseignent sur l'entreprise au travers de la Googlise et voilà, tout de suite, de plus en plus, on a face à nous des candidats qui sont allés chercher un peu des avis sur l'entreprise parce qu'ils veulent savoir si effectivement il fait bon ou pas travailler dans les entreprises avant d'y aller en fait. Donc ça, c'est un truc qui est très important. Et plus les entreprises mettent en place des initiatives pour améliorer le confort et le bien-être au travail, c'est sûr que c'est quelque chose qui devient presque plus important que la rémunération, en fait. D'ailleurs, on a constaté dans notre dernière étude un truc assez étonnant, c'est qu'évidemment, on sait qu'il y a quand même une guerre des talents qui, comme je le disais, est exacerbée en ce moment, parce qu'il y a de plus en plus de recrutement. Je crois que l'APEC disait que 60% des recrutements concernaient des projets de recrutement de cadres concernaient des populations marketing et commerciales. Donc, c'est bien sûr, il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de postes non pourvus. Et dans le même temps, on pourrait penser logiquement que forcément, ça crée un phénomène d'enchère sur les salaires. Et en fait, notre étude révèle que les salaires sont restés assez flat cette année. Oui. Pourquoi? Parce que justement, en fait, c'est plus le premier critère de choix d'un candidat dans une entreprise. Il va d'abord regarder le confort et le bien-être et des éléments beaucoup plus subjectifs que le simple package salarial. Donc, il va évidemment regarder l'ambiance au sens large dans l'entreprise, les avis, la réputation, ce qui est visible sur Google.
Et je donnerais conseil aux entreprises de faire gaffe à ça parce que c'est vrai que c'est très important en fait. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement chez Up2 pour devenir une great place to work? C'est un projet gigantesque, hein. On a beaucoup travaillé pour ça, parce qu'effectivement, on avait cet idéal, entre guillemets, social de vouloir faire en sorte que tout soit une boîte un peu fantastique, hein, dans laquelle effectivement il fait bon vivre. Donc on l'a fait avec un point d'abord principal, hein, parce que bien sûr on a fait des trucs sympas tout le monde parle de baby-foot souvent quand on parle ou de table de ping-pong, quand on parle d'entreprise où il fait bon vivre, mais nous, on a relativement peu investi là-dessus. En revanche, on a beaucoup investi dans la convivialité et dans le développement de moments d'échange et de partage entre les collaborateurs, à l'intérieur du boulot et en dehors du boulot. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on travaille énormément sur les sujets de formation, pour faire en sorte que ils aient un sentiment d'accomplissement au travail, pour apprendre un métier peut-être plus vite qu'ailleurs, et de manière plus professionnelle, pour vraiment que il soit, nous, notre promesse, c'est qu'il soit le plus bankable possible, entre guillemets, quand ils sortent de chez nous, pour prendre des postes évolutifs, et avoir vraiment appris à travailler de manière la plus performante possible. Donc, c'est surtout ça, en fait, autour duquel on a construit notre projet et notre classement Great Place to Work, quoi. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez des éléments sur l'évolution du churn dans les entreprises, de la fidélité des commerciaux dans les entreprises dans le temps, et comment ça évolue et quelles sont les bonnes pratiques? Alors, il y a devenir une great place to work, mais est-ce qu'il y a des conclusions, des études que vous avez pu mener avec vos différents clients sur la gestion du churn, qui peut être très critique chez certaines grandes entreprises notamment? Ouais, c'est de plus en plus critique parce que la durée moyenne d'expérience se réduit de plus en plus dans les entreprises. On a fait une étude là-dessus, donc je ne vais pas forcément détailler tous les chiffres, mais on pourra les donner à ceux qui sont intéressés en faisant une demande sur notre site. Euh, En fait, c'est sûr que de plus en plus, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir des commerciaux qui sont prêts à rester un peu longtemps et à s'installer un peu dans la durée dans l'entreprise, parce que de plus en plus, ils veulent changer, en fait, hein, parce que les choses bougent et c'est tout à fait compréhensible. Mais il y a un moment aussi, pour atteindre des bons niveaux de performance, il faut qu'ils soient quand même capables de rester un certain nombre d'années. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose que cette espèce de tendance de fond qui est de dire, bah, tiens, en fait, la durée de vie dans une entreprise, ça peut être parfois un an et demi, surtout à Paris, c'est assez, et surtout chez les jeunes. Donc, on se demande vraiment comment est-ce qu'ils ont le temps vraiment d'apprendre et de mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans des délais si courts. Donc, je pense que c'est peut-être aussi la conséquence d'une certaine carence des entreprises à être capable de bien former les jeunes et les commerciaux au sens large. Donc, effectivement, je donnerais le conseil de toujours bien se poser la question, mais qu'est-ce que j'apprends à mes commerciaux dans mon équipe? Est-ce que je les forme? Est-ce que je les fais progresser? Est-ce que je les fais un peu changer leurs habitudes? Est-ce que je les bouscule un peu? Parce qu'au final, ça génère de l'adrénaline et ça les tient en haleine et ça leur permet d'être au final beaucoup plus fidèles aux entreprises. Je pense qu'il faut aussi prendre ce problème sous cet angle-là, pour affronter les problèmes de churn. Ouais. Qui sont de plus en plus fréquents. J'ai une expérience, on avait fait un calcul quand j'étais directeur des ventes chez Dell. On avait mesuré le taux de churn des jeunes diplômés et le taux de churn des employés qu'on embauchait après une première ou une deuxième expérience professionnelle. Et le rapport était de 1 à 2. Donc, quand on embauchait quelqu'un qui avait déjà 2 ou 3 ans d'expérience, il restait 2 fois plus longtemps dans nos équipes que quelqu'un qu'on embauchait à la sortie de l'école. Et on s'était beaucoup interrogé sur, faut-il encore embaucher des jeunes diplômés? Enfin, on avait bien sûr une politique sociale on recrutait beaucoup de jeunes diplômés, on les formait au métier de la vente informatique. Mais c'est des vraies questions qui se posaient à l'époque et qui se posent, je pense, de façon encore plus crue aujourd'hui dans les organisations. On parle des commerciaux. Qu'en est-il des managers, de leur fidélité dans les entreprises? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent pour le middle management? Non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dessus sur le management.
Je pense que la tendance à réduire la durée de vie de l'entreprise, c'est plus une tendance assez marquée chez les jeunes, effectivement. Donc, mais sur les managers, moi, je ne constate pas de grande différence, quoi. D'accord. OK. Une dernière question pour élargir un peu le débat. C'est une question qu'on pose à tous nos invités. Quelle est ta vision du futur des organisations commerciales? Bah, c'est une question un peu compliquée, hein, surtout en ce moment, parce que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de robots, donc on lit beaucoup de choses sur qu'est-ce que va devenir le commercial, est-ce qu'il va y avoir encore des commerciaux dans 10 ans, est-ce que ça va être des machines ou pas. Bon, voilà, je pense que c'est très compliqué d'être, de ne pas se tromper, hein. On peut être visionnaire, mais l'idée c'est de ne pas se tromper. C'est certain qu'il y a tout le marché de la sales tech, hein, qui sont tous les outils qui vont à un moment ou à un autre permettre à un commercial d'être plus productif. C'est un marché qui va profondément transformer la manière de travailler d'un commercial. Parce qu'il va pouvoir faire plein de choses, préparer ses rendez-vous, beaucoup mieux cibler en fait dans sa prospection, être beaucoup plus efficace aussi parfois avec des bons outils, hein. On peut être le téléphone et l'annuaire, hein, c'est vraiment fini aujourd'hui, quoi. Il y a des outils qui sont absolument géniaux. Je crois que vous interviewez des gens euh, euh, dans cette saga, hein, du Future of Sales, qui édite ce type d'outils. Je pense par exemple à Tilki, hein, qui sont des outils vraiment géniaux pour pouvoir automatiser et faciliter la vie des commerciaux et faciliter la prospection aussi, la préparation des rendez-vous, hein, et puis surtout le grand sujet, ça va être l'inbound marketing euh, où je pense que le commercial va progressivement se transformer en marketeur aussi pour être capable d'engager ses clients et ses prospects avec du contenu ciblé, du contenu métier, pour faire en sorte qu'au final, le client arrive ou le prospect arrive un peu, pas forcément tout seul, mais se manifeste dès qu'il a un besoin, parce que tout de suite, il sait que la société et son commercial est identifié comme porteur de valeur, quoi. Donc ça, c'est quand même le grand truc important, de pouvoir orchestrer une communication régulière auprès de ses prospects, de ses clients. Voilà. Bon, après, on a beau développer des outils, on a beau faire du marketing, on a beau ouvrir des quantités de possibilités par le digital et par l'informatique. Aujourd'hui, techniquement, et à mon avis pendant encore beaucoup d'années, le commercial qui est capable de prendre son téléphone et d'être très proactif et très leader dans sa capacité à aller chercher du business, ça reste quand même le premier levier de réussite et le chemin le plus court pour aller gagner des points de croissance et faire du chiffre d'affaires. Donc, nous, on est quand même encore très orienté sur ce truc-là qui peut être un peu old school, mais c'est quand même un peu ce que recherchent nos clients. Voilà, parce que c'est un chemin direct et il ne faudrait pas que les commerciaux, sous prétexte d'outils, commencent à imaginer que bah, tiens, la prospection elle va se faire par des machines toutes seules, parce que je pense que c'est quand même pas près d'arriver. Et c'est quand même ce qu'on demande à un commercial. On est ravis de finir sur cette touche, remettre l'humain au cœur des organisations commerciales. C'est notre mission chez Incentive. Absolument. Un grand merci Didier de ta présence et de tes éclairages sur le recrutement des bons commerciaux. Bravo pour une Great Place to Work qui croit avec... Le classement sort bientôt, là. Et on le regardera avec plaisir. On vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine, le 6 février, pour découvrir l'extraordinaire aventure de Gazprom en France. Gazprom, c'est la première entreprise russe. Elle se développe à une vitesse extraordinaire en France sous le leadership d'Edouard Ibled et de Franck Pommier. Ils viendront vous expliquer tout ça le 6 février à 11 h dans notre prochain épisode des web-séries Future of Sales. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci.